Bonjour, chers téléspectateurs. Fidèles à notre rendez-vous, nous nous retrouvons pour notre émission Grand Angle. C'est une journée particulière aujourd'hui car il s'agit du samedi 1er novembre 2025 et le 1er novembre, notamment pour nous autres qui sommes des chrétiens, et moi je suis à l'Église catholique, c'est la fête de tous les saints. C'est pour ça que nous tenons à avoir une pensée particulière pour nos défunts, une pensée pieuse et noble pour tous les êtres qui nous sont chers, qui nous ont quittés. Je sais qu'on nous fait souvent le reproche de confondre la fête de tous les saints avec la fête des défunts, qui logiquement aura lieu demain. Mais demain encore, ça sera dimanche. Et je crois que nous aurons l'occasion d'être en pleine communion avec nos défunts. Alors aujourd'hui, nous voulons avoir notre émission. Et comme d'habitude, nous allons commencer par vous donner quelques informations. La première information que vous devez retenir, c'est que nous allons organiser, si Dieu le veut, le 15 novembre, le samedi 15 novembre 2025, une émission en webinaire. Ça sera une occasion, après la dernière que nous avons eue, que l'on se retrouve pour que vous nous posiez des questions sur l'actualité, tant nationale qu'internationale, que nous essayons d'échanger. Et je souhaite que ce sera un très bon moment. Le lien vous sera communiqué ultérieurement, mais sachez que le samedi 15 novembre, à partir de 18h, nous aurons une émission webinaire. La deuxième information que nous allons donner, c'est que nous avons souhaité faire des commentaires sur un document qui a été sorti par le commissaire général du comité ad hoc du suivi des recommandations du dialogue de CBT. Nous avons pensé aborder et il aborde un certain nombre de sujets. Le premier sujet qui a retenu notre attention, c'est qu'il a, dans son analyse, proposé la création soit d'un poste de vice-président ou de 2 postes. Et nous nous sommes posé la question, d'autant que, comme vous avez suivi, nous avons, au niveau du Rassemblement des forces du changement, organisé une rencontre citoyenne le samedi dernier, 25 octobre 2015, pour essayer de réfléchir sur les 10 ans du changement de constitution. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, nous avons procédé au changement de constitution le 25 octobre 2015, ça fait 10 ans. Et quand nous avons vu cette proposition du commissaire général Dominique Bassela, notre attention a été retenue, nous nous sommes posé une question. Pourquoi on continue à faire des propositions dans ce sens sans évaluer ce qui s'est passé? Et je tiens à vous rappeler que lorsqu'on a procédé au changement de constitution en 2015, la raison officielle, c'était, semble-t-il, pour faire évoluer les institutions. Mais quand nous avons mené un certain nombre de recherches, nous avons mené un certain nombre de contacts à la recherche de certaines informations, nous avons découvert notamment, et nous revenons là-dessus, dans ce livre de Jean-Louis Debré, ce que je ne pouvais dire à la page 285, il a fait une révélation pour laquelle nous tenons à ce que les Congolais soient au courant. Et je vais vous relire tout le passage qui concerne cette partie. En fait, il dit ceci, 25 novembre 2014, rencontre avec le maire de Brazzaville, beau-fils du président du Congo. Je ne sais pas ce qu'il souhaite ni ce qu'il me veut. Je ne le connais pas. J'ai cependant accepté de le recevoir. Il commence par me dire avec force et insistance, avec son admiration pour De Gaulle, mon père et Chirac. Je m'attends donc à une demande exorbitante, sinon une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Non. Il veut savoir en réalité comment modifier la constitution du Congo pour permettre au président Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Je relis. Il veut savoir en réalité comment modifier la constitution du Congo pour permettre au président Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Et il continue. Je ne vois pas en quoi je peux l'aider. Il me montre le texte de cette constitution qui explique sans ambiguïté que le président ne peut faire que 2 mandats. Cette disposition ne peut être modifiée. Ce qu'il voudrait pourtant faire, ma réponse est claire.
Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et pour moi, toute autre solution est exclue. L'entretien s'arrête là. Alors, j'ai utilisé le livre parce qu'assez souvent, et j'ai suivi lorsque sur RFI, le président du Sénat, Pierre Ngolo, déclarait qu'on voulait changer de constitution pour consolider la démocratie. Pierre Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution afin que le président Sassou Nguesso puisse solliciter un 3e mandat l'année prochaine? Je dis le problème n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider. Et ceci appelle un changement de constitution. Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent le problème que par rapport à Denis Sassou Nguesso. Mais on le redoute tant, parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas, si on n'avait pas conscience de ce qu'il est le plus fort de tous ceux qui sont là? Alors, vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus, mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de Sibiti le mois dernier. Sibiti a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à Sibiti. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Mais Pierre Ngolo, quand il manque à ce type de dialogue des personnalités comme Mathias Tzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Kolela du MCDDI, Satima Mabiala de l'UPADS, est-ce qu'on peut parler de consensus? Je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante, qu'à Sibiti, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous citez, qui, de point certain temps, font preuve d'un radicalisme excessif et qui refusent toute offre de dialogue. Et c'est pas eux l'essentiel de la classe politique congolaise. C'est pas eux. Vous parlez de M. Jean Mathias, qui est ton frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle? Et on peut comme ça multiplier les exemples. Pierre Ngolo, il y a même des ministres comme Guy Brice Parfait-Kolela qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire. Si c'est un des membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas consensus? Mais comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Sibiti. Et je dis à Sibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Il y a 10 mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville? Mais il n'y a pas de raison. Avant Sibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Et ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe. Ce n'est pas la logique du Congo. Alors vous vous appuyez sur ce dialogue national de Sibiti, mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu 2 semaines plus tard à Brazzaville et qui, au contraire, a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a là abus de langage. Ils ont dialogué avec qui? Avec le gouvernement? Avec la majorité? Quels étaient les contradicteurs? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux, c'est un véritable monologue. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, Parfait-Kolela, un ancien ministre de la Défense, Bouao, et un de vos camarades du PCT, Okombi Salissa. Mais tout ce que vous citez là, ce sont ceux qui disent non au changement de la Constitution. Vous n'avez personne investi par le Parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du Parti congolais du travail. C'est la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Bravo, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas? Mais la constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo parce que jusque-là, on a la tête de la République, Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous à Barack Obama quand il dit « La démocratie est en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat ». Bien, mais c'est une position de principe. Mais il n'y a pas de démocratie sans peuple. Les dirigeants le sont du fait de la volonté du peuple. Donc, quand Barack Obama dit « Personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais
est-ce que la présidence a vu une simple volonté du dirigeant? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qui mérite pour l'instant, il n'y a personne pour dénier au peuple ce droit et cette prérogative. Mais quand Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je vous ai dit que c'est deux cas différents. Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo procède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Vous pensez à la guerre civile de 1997? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Pierre Ngolo, merci. Et je crois que c'est ça qui crée la méfiance entre les gouvernants et les citoyens, parce qu'on n'est pas toujours franc, on n'est pas toujours sincère. Et là, il apparaît clairement. Mais j'évoque ça aujourd'hui, pourquoi? Mais parce qu'au moment où Dominique Bassela propose, semble-t-il, la création d'un ou de deux postes de vice-président, mais il ne pense pas à l'évaluation du changement de constitution. Il y avait un camp du non, il y avait un camp du oui. Il s'agit que nous soyons responsables, que nous assumons et que nous tirons les leçons, les conséquences de ce qui a été, de ce que chacun de nous a défendu. Mais l'extrait que je viens de vous lire vous convainc de ce que le changement de constitution en 2014 était guidé non pas par la volonté de faire évoluer les institutions, mais parce qu'on voulait tout mettre en œuvre pour que M. Denis Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir, et les choses sont claires. Et moi, j'interpelle Dominique Bassela, qui est commissaire général du comité ad hoc, avec sous sa responsabilité 10 commissaires, pour dire qu'il devrait œuvrer pour que les Congolais se retrouvent et évaluent. Et on ne peut pas penser à faire des propositions de vice-présidence ou quoi si on n'a pas tiré d'autant que cette constitution a été violée par les gouvernants. Mais ce n'est pas la première fois. Même la constitution du 20 janvier 2002. Donc, il faut prendre le temps et se poser la question, y a-t-il une constitution que les gouvernants et les acteurs politiques congolais peuvent respecter? Mais j'en reste là. Maintenant, pour les autres aspects. Dans son document, il a évoqué un certain nombre d'aspects. Et je tiens à les rappeler. Parmi ces aspects, il évoque l'aspect de la Commission nationale électorale indépendante. Et nous sommes au regret de constater que les gouvernants congolais qui avaient signé un mémorandum adressé au président Pascal Lissouba en 1977 et dans lequel, en 1997 plutôt, et dans lequel on avait défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante, se refusent depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir de mettre en place une commission nationale électorale véritablement indépendante qui se définit comme une structure qui a la maîtrise de toutes les opérations du processus électoral, à commencer par les opérations préélectorales et électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Ça, c'est quelque chose que nous devons noter et je crois que c'est très important que nous l'abordons. Il a abordé le problème du découpage administratif et électoral. Et cette question est importante parce que le Conseil des ministres qui s'est tenu le 7 octobre a adopté un projet de texte qui sera soumis au Parlement. Et nous autres, nous avons réagi en disant que la proposition faite était injuste et inacceptable. D'autant qu'au-delà de ce qui a été fait, on continuait à avoir une injustice flagrante à l'endroit des départements de la partie sud, notamment le département du Niari et le département de la Bouenza, qui resteraient chacun d'eux avec plus de 300 000 habitants pour un seul département, alors que les autres départements comptent parfois 97, parfois 100 000, parfois 109 000 habitants. C'est une injustice intolérable. Mais au moins à ce niveau, il a reconnu que le département du Niari devrait être découpé en deux. Il ne faut pas oublier le département de la Bouenza. Et je crois que les choses devraient pouvoir avancer. Il a évoqué la biométrie. Mais nous sommes au regret de constater qu'on nous parle de révision des listes électorales. Nous allons revenir, bien qu'on ait parlé du recensement général de la population de 2023. On ne parle plus de biométrie pour l'élection de 2026. Ça veut dire qu'on n'aura toujours pas la maîtrise du corps électoral. On n'aura toujours pas la fiabilité des listes électorales. Mais on va y venir. Mais surtout,
il évoque quelque chose qui me chagrine, qui me préoccupe. C'est le texte concernant le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Cette recommandation a été émise depuis 2011 à Evo. Et jusqu'aujourd'hui, ce texte n'a toujours pas été pris. Le prendra-t-on? Que cache-t-on? Quel est le problème que ce texte pose? Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous terminons sur un aspect extrêmement important. Nous regrettons le fait que le comité ad hoc chargé de ces questions n'aborde pas la question de la conformité à la loi. Surtout que l'on constate que plusieurs partis, parmi lesquels est le Parti congolais du travail, le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Et sur cette question, nous allons toujours y revenir, parce qu'on ne peut pas rester silencieux. Je crois que le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et lorsqu'il ne respecte pas la Constitution, sinon le serment qu'il a prêté, c'est un problème que nous devons suivre. Donc voilà pour ce qui concerne cette situation. Maintenant, la deuxième information que nous allons donner, nous l'avons intitulée « Information sur la paix ». On parle beaucoup de paix. On a lancé l'opération sur les Koulouna, il y a beaucoup de débats qui se déroulent là-dessus. On parle de paix, il y en a qui sont contents. Et moi, j'ai essayé de me référer aux réseaux sociaux, à l'Internet, pour essayer de retenir une définition sur cette question de la paix. Et moi, j'ai retenu ceci. J'ai cru retenir que la paix est un état de tranquillité et de calme, caractérisé par l'absence de guerre, de troubles ou de conflits. Elle peut être considérée comme un idéal social et politique, un état d'harmonie, et est également définie comme l'absence de violence physique visible, mais inclut la sérénité intérieure et le bien-être émotionnel. La paix peut être individuelle, collective ou autre. Alors, lorsque j'ai retenu ça, et lorsque j'entends parler de la paix s'agissant de l'opération sur les Koulouna, je me suis posé moi-même intérieurement un certain nombre de questions et je vais essayer de réfléchir là-dessus avec vous. La première question que je me suis posée s'agissant du Congo. Est-ce qu'un retraité congolais est en paix avec 41 mois d'arriéré de pension, avec une pension payée à la valeur du point d'indice à 160 et non à 300, avec les arrérages, avec les différentiels non payés, avec le fait qu'aujourd'hui, 1er novembre, c'est-à-dire au début du mois de novembre, les retraités congolais n'ont pas touché leur pension du mois d'août, du mois de septembre et du mois d'octobre. Est-ce qu'ils peuvent être en paix? Et cela, dans certains cas, lorsque je prends par exemple la valeur du point d'indice à 300, c'est depuis 2017, c'est-à-dire en violation d'un certain nombre de textes réglementaires qui ont été pris. Et je dis que le retraité n'est pas en paix. Je peux me poser la même question pour l'étudiant. Est-ce que l'étudiant est en paix? Il cumule plusieurs années d'arriérés de bourse. Et il a suivi, le 28 novembre 2024, que chaque année, il y avait un différentiel de 6 milliards qui s'est dissipé sans jamais laisser de traces. Aucune enquête n'est entreprise. L'argent, on peut le dire, a dû être volé, a dû être détourné. Est-ce que l'étudiant peut être en paix? Est-ce que le travailleur de la mairie de Dolisie, qui cumule 97 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 8 ans et 1 mois, peut être en paix? Mais dans beaucoup de structures, la question peut se poser. On peut parler de la Poste, on peut parler de la mairie de Ouesso, on peut parler de la mairie de Nkayi, on peut parler de l'hôpital de Louandjili, on peut parler. Est-ce qu'on peut être en paix? La réponse est non. Non, on peut continuer. Les vacataires de l'université Marien-Ouattara, qui n'ont pas touché leurs heures de vacation depuis plusieurs années, mais qui en plus sont souvent inquiets, parce que lorsqu'il y a des recrutements, ils sont laissés pour compte. Est-ce qu'ils peuvent être en paix? Ajoutez à cela les communautaires, les enseignants, les bénévoles. Où allons-nous? Quelle est la conception que les gouvernants actuels ont de la notion de paix?
Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on peut, les citoyens congolais peuvent être en paix lorsqu'ils se rendent compte que les gouvernants congolais violent dans l'impunité totale les lois et règlements de la République en général et la Constitution en particulier? Non seulement ça, ils protègent les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos. Est-ce qu'on peut être en paix? Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Est-ce qu'on peut être en paix? Et aujourd'hui, vous voyez la situation. C'est la misère totale, c'est la souffrance. J'ai aimé la vidéo de ce jeune qui parle des Béninois en col blanc, s'agissant des responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Et j'ose espérer que les gouvernants vont accorder une attention toute particulière, parce que les Congolais vivent dans la misère et dans la souffrance. Mais ils savent que le pays est riche et qu'ils peuvent vivre autrement qu'ils ne vivent aujourd'hui. Et je crois que c'est l'objet de préoccupation que nous devrions prendre dans l'île de France. On devrait pouvoir avancer. La famille, maximum de partage pour cette vidéo, s'il vous plaît. Je veux que le DG du Radisson puisse voir cette vidéo. Donc moi, j'ai reçu l'appel des frères qui vivent en Europe, en France précisément. Ils m'ont appelé à Samba. Nous, on vient au pays, mais conseille-nous un hôtel où on peut aller s'installer. Moi, je leur ai donné comme conseil l'hôtel que moi je connais qui est bien au niveau de Brazza, c'est quand même cher. Et moi, je dis le prix, c'est pas un problème. Je leur ai envoyé au Radisson. J'ai dit, allez au Radisson. Voilà aujourd'hui dans la soirée, les frères, la vidéo qui m'envoient du Radisson. Un établissement 4 étoiles, je sais pas, 5 étoiles. Un établissement qui a la cote, qui est respecté et respectable. C'est-à-dire que Batunanga, Bazomonanga, dans un moins sérieux. Ils nous ont dit, mais regarde où tu nous as emmenés. Regarde l'hôtel dans lequel tu nous as emmenés. Regarde l'eau de l'hôtel. Radisson. L'eau de l'hôtel Radisson. Le DG de l'hôtel Radisson. Regarde l'eau de ton hôtel. Bon. En fait, certains d'entre vous peuvent vous dire, mais pourquoi ils s'intéressent à cette question? Oui, je m'intéresse à ça. Parce que la paix ne concerne pas seulement l'insécurité à travers les actions de Kuluna. La paix touche à beaucoup de dimensions. Et il faut que les gouvernants prennent en compte toutes ces dimensions. Malheureusement, ils sont souvent sourds aux propositions qui leur sont faites. Ils vont examiner le budget au niveau du Parlement. Mais lorsqu'on leur parle de la réduction du train de vie de l'État, ils ne s'en occupent pas. Ce n'est pas leur préoccupation. Et le président de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a dépensé 400 000 $ en factures d'hôtel lors de 2 courtes visites à New York l'année dernière. Le Sunday Times de Londres affirme que Denise Sassou Nguesso de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, a séjourné 2 fois au Waldorf Astoria.
Lors d'une visite, son entourage a occupé 44 chambres et a accumulé une facture de 252 000 $, une partie ayant été dépensée en champagne coûteux et autres boissons onéreuses. Plus de 70% des 3 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour, malgré des revenus pétroliers de 2,5 milliards de dollars en 2006. Et l'année dernière, le pays a reçu un important allègement de dette de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, car il a déclaré être trop pauvre pour honorer ses engagements financiers. Lorsqu'on leur parle de la lutte contre la corruption, de la tolérance zéro concernant les détournements, les deniers publics, etc., ce n'est pas les préoccupations. Lorsque le Premier ministre signe un texte parlant de fonds en déshérence, mais c'est maintenant l'occasion d'en parler. Il vous souviendra qu'à un moment donné, on a eu ce débat, et je pense qu'on va y revenir avec l'examen du budget de l'année 2026, avec les problèmes du GUT et du CUT, compte unique du Trésor. Et il faut que ces problèmes soient réglés. Pour dire enfin éclore ce chapitre en disant, nous avons les moyens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous avons les moyens de les faire vivre en paix, du point de vue de la sécurité, du point de vue de leurs conditions d'existence, du point de vue du panier de la ménagère, du point de vue de tout, du pouvoir d'achat et du reste. Mais pour ça, il faut que nous ayons une bonne gouvernance. Et il faut que nous nous en préoccupions. Et nous avons pensé aujourd'hui qu'il était temps que nous nous posions ces questions pour interpeller les gouvernants et pour leur dire que les Congolais sont en train de les observer. Et ils espèrent qu'ils vont obtenir ce qu'ils attendent d'eux, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie. Maintenant, après cette information, je passe à la dernière que vous connaissez. Mais ce sont ces accords qui ont été signés entre le Congo et le Rwanda. Et curieusement, j'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre de vidéos qui circulent, comme quoi il y a des Rwandais qui réclament leur terre, etc., etc., etc. Mais il faut que ce problème soit résolu. Et nous avons toujours pensé que la résolution de ce problème passait par la position qui a été prise par les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, à savoir non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Une fois que j'ai fini cette dernière information, on va passer à la thématique principale. La thématique principale tient compte de l'actualité, surtout de l'actualité également autour de nous, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe au Cameroun. Il y a quelque temps, on aurait pu parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Madagascar. Ce qui se passe, c'est que les Africains, les peuples africains ont pris conscience qu'ils croupissent dans une misère et dans une souffrance à la fois inacceptable et intolérable, du fait du pillage de leurs ressources, du fait de la mauvaise gouvernance de leurs gouvernants, du fait que dans des pays comme ceux de l'Afrique centrale, les gouvernants ont choisi de demeurer coûte que coûte au pouvoir en dépit de leur bilan désastreux. Et c'est pour ça que les pays de l'Afrique centrale, notamment, je pense au Congo, je pense à la Guinée équatoriale, je pense au Cameroun, actuellement, mais s'illustrent par la longévité de leurs dirigeants à la tête de leur pays, mais de façon claire, mais à la misère et à la souffrance que vivent leur population. Même s'il faut le prendre là, la question ne concerne pas le... Quand on nous a dit que c'est le président Biya qui a remporté, donc c'est tout le Cameroun qui n'est pas à l'aise. Le pays, ça ne va pas. L'RDPC a gâté notre pays, ça ne va pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Nous, on veut le changement. Non, ce n'est pas notre résultat. On n'est pas avec ça. Et il y a un paradoxe entre cette volonté de ces gouvernants de vouloir demeurer coûte que coûte au pouvoir et paradoxalement avec la misère et la souffrance que connaît leur pays. En dépit des richesses que dispose leur pays. Je crois que les Congolais se souviennent de cette interview que le président Denis Sassou Nguesso a accordée à un journal à New York, mais où il a fait l'état des richesses du Congo. Et quand vous lisez ça, vous vous dites, mais comment les Congolais peuvent connaître, peuvent vivre dans la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui? Maintenant, un fait remarquable qu'il faut relever, c'est les changements et les modifications de constitution qui ont eu lieu. Ce débat a eu lieu. Nous savons qu'au Congo, ça a été très douloureux. Le bilan a été très lourd en termes de victimes avec le changement de constitution de 2015. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. L'opposition s'est levée, la société civile s'est levée. Il y a eu beaucoup de victimes. La répression a été fortement sauvage. Mais on découvre aujourd'hui, à travers l'extrait que je vous ai dit, que tout ça, c'était pour le maintien du président Denis Sassou au pouvoir. Et nous en sommes convaincus parce que les gouvernants n'ont fait que violer cette constitution dans l'impunité totale. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Cameroun, n'a évidemment un fond qui se repose justement sur les modifications et les changements de constitution. En Afrique, on peut naître, grandir, aller à l'école, commencer à travailler et ne connaître qu'un seul président. C'est le cas au Cameroun où Paul Biya, 92 ans, vient d'annoncer qu'il sera candidat à un 8e mandat à la présidentielle du 12 octobre. Président depuis 1982, il cumule déjà 43 ans au pouvoir. Il a vu passer 7 présidents américains et ce n'est pas fini. Mais Paul Biya n'est pas seul. Voici notre classement des chefs d'État africains les plus anciens au pouvoir. Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, détient le record. Il est au pouvoir depuis 1979. Soit 46 ans. À l'époque, Emmanuel Macron avait à peine 2 ans. Quand Denis Sassou Nguesso accédait au pouvoir pour la première fois, l'actuel président sénégalais Bassirou Diomaye Faye n'était pas encore né. Denis Sassou Nguesso au Congo a gouverné une première fois entre 1979 et 1992 avant de revenir en 1997 après un coup d'État. Depuis, il ne l'a pas quitté. En tout, 41 ans cumulés au pouvoir. En Ouganda, Yoweri Museveni est président depuis 1986, soit 39 ans. Il a même fait modifier la constitution pour pouvoir se représenter au-delà de 75 ans. Candidat à sa propre succession, Museveni peut égaler le record du président équato-guinéen s'il remporte la prochaine présidentielle. Qualifié de Corée du Nord de l'Afrique, l'Érythrée est dirigée d'une main de fer par Isaias Afwerki. Âgé de 79 ans, il a instauré un régime de parti unique et n'a jamais organisé d'élection depuis son accession au pouvoir en 1993. Cela fait 32 ans de pouvoir sans partage. Le numéro 6 de ce classement nous ramène au Rwanda. Mine de rien, Paul Kagame, âgé de 67 ans, est là depuis 1994, où il occupait le poste de vice-président et ministre de la Défense sous la présidence de Pasteur Bizimungu. Il est devenu président en 2000 et cumule aujourd'hui 31 ans d'influence politique, dont 25 ans en tant que chef de l'État. Et enfin, Ismaël Omar Guelleh dirige Djibouti depuis 1999. Il en est à 26 ans au pouvoir et s'il se représente à la prochaine présidentielle, il pourrait bien rejoindre lui aussi le club des présidents qui ont fait au moins 30 ans de règne. Des trajectoires politiques longues, parfois exceptionnelles, qui laissent à chacun le soin d'interpréter ce qu'elles disent du pouvoir sur le continent. Et c'est intéressant d'y revenir. Mais c'est intéressant d'y revenir. Parce que dans l'acte constitutif de l'Union africaine, on condamne et on rejette tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Dans la charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance, il est dit clairement que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de nos pays. C'est pour ça que nous avons souhaité, avant d'aborder ce débat qui a cours maintenant, parce que le débat qui a cours est la thématique que je vais aborder, pour laquelle vous attendez certainement l'énoncé que je vais en donner, c'est la suivante. La vérité des urnes. Non seulement il y a des modifications de constitution, mais est-ce que les résultats donnés des élections traduisent véritablement le choix des populations, des citoyens, qui dans le fond, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, etc., veulent véritablement du changement et veulent que la politique se mène autrement qu'elle ne se mène aujourd'hui. Et je crois, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je vais rappeler que la plupart des conflits qui ont lieu dans les pays au sud du Sahara ne sont que le fait des élections mal organisées, des élections truquées. Et vous avez des exemples. Le Gabon a connu la situation en 2016 et en 2023. Le Congo a connu la situation en 1997 et en 2016. On voit encore dans les rues de Brazza des barrages policés par la garde présidentielle congolaise, et puis ces grands mouvements de population des quartiers sud vers les quartiers nord, les quartiers sud qui sont bien sûr des quartiers qui soutiennent plutôt l'opposition au Congo, une situation donc maîtrisée mais qui reste très fragile et assez précaire après une nuit qui a été sans doute très choquante pour ceux qui ont entendu ces tirs nourris qu'on entendait jusqu'à Kinshasa, donc de l'autre côté du fleuve. Et puis vous le disiez, deux quartiers qui ont été les scènes de combats, de conflits qui ont duré plusieurs heures. Alors l'heure est maintenant à l'enquête. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Binsamou, les miliciens ninja proches, les anciens miliciens ninja de Bernard Colécas, maintenant sous la direction de Frédéric Binsamou. Alors ce qui est intéressant, c'est que lui a été joint ces dernières heures par Le Monde Afrique. Il répond qu'il reconnaît encadrer et soutenir des populations qui agissent contre le pouvoir et qui n'hésitent pas à employer la force, même si les armes ne sont pas les siennes puisqu'il les a rendues. Et il explique, la police traque les opposants à Brazzaville et entretient un climat de terreur. Et c'est justement ça qui fait peur, Natacha. C'est ce climat insurrectionnel maintenant qu'on voit à Brazzaville et qu'on a vu un petit peu dépasser les limites de ce calme ces dernières heures pendant la nuit et qui risque de dégénérer. Ça inquiète beaucoup. Le Quai d'Orsay appelle à la retenue ce matin au Congo, Brazzaville. Etc. On peut citer comme ça des exemples nombreux. Que faut-il faire pour que les résultats des élections traduisent véritablement la volonté des peuples congolais et non la volonté d'une minorité qui s'est accaparée du pouvoir et qui compte ici maintenir et qui, coûte que coûte, mène toutes les démarches pour y demeurer. Alors, pour aborder ce thème, après les commentaires généraux que je viens de faire, nous avons souhaité d'en faire une petite analyse. Et dans l'analyse, nous avons commencé par nous baser sur un cas que nous avons trouvé intéressant. C'est le cas du Gabon. Au Gabon, il semble que les dispositions, les lois et règlements de la République prévoient que l'élection présidentielle n'ait lieu qu'à un tour. Et nous avons suivi ce qui s'est passé en 2016, où l'élection avait lieu le 26 août 2016, et il y avait plusieurs candidats. Il y avait plusieurs candidats qui affrontaient le président sortant du Bongo. Parmi ces candidats, il y avait Jean Ping, très connu, plusieurs fois ministre sous le président Bongo. Il a été président de l'Union africaine, etc. Et l'élection s'est déroulée, mais a posé énormément de problèmes. Parce que lorsqu'on est arrivé au résultat, on s'est rendu compte mais que le président Ping a été déclaré lui avec 49,80%. Le président Ping, lui, a obtenu 42,33%. Donc une différence à peu près de 5 000 voix qui s'est jouée dans une province, surtout
bien connu, la province du Haut-Ogooué, qui, curieusement, semble-t-il, avait un taux de participation qui faisait les 100%. Et à l'annonce de ces résultats, l'opposition a réagi. Elle a souhaité qu'il y ait des décomptes des voix parce qu'elle trouvait que c'était inacceptable, c'était intolérable. Il y a des tensions qui se sont prises. Il y a eu prise d'assaut du quartier général de Jean-Ping. Et ils y ont connu des victimes, des morts, ils y ont connu des blessés, etc. La communauté internationale est intervenue. Du coup, il apparaissait clairement que l'organisation des élections, les dysfonctionnements, les falsifications des procès-verbaux et autres posaient énormément de problèmes. Les dégâts ont été très nombreux. L'Assemblée nationale a même été brûlée, etc. Tout ça. Et la question qu'on se pose, pourquoi ne pas organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée, qui peut permettre à celui qui est battu de féliciter celui qui est élu, pour que nous ayons un contexte du véritable vivre ensemble et que nous avançons sans méfiance, sans suspicion. Dans le cas présent, l'opposition gabonaise a toujours été convaincue que leur victoire leur a été volée. Et c'est ça qui crée la méfiance. C'est ça qui fait apparaître qu'il y a entre les institutions et les citoyens véritablement un problème. Parce que les résultats donnés par les institutions ne sont pas les résultats tels que vécus par les citoyens. D'autant que chacune, dans ces différents pays, la loi électorale prévoit que les résultats soient publiés dans chaque bureau de vote, ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir en faire la compilation et d'avancer. Donc, vous avez déjà cet exemple là-bas. Mais nous continuons au Gabon 2023. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le président sortant Ali Bongo était opposé à plusieurs candidats encore, dont le professeur Ondonsa. Et l'élection a été proclamée quelques jours après, le 30 août, je crois. Et à la proclamation, le président Bongo Ali a été crédité de 70,27%. Et le professeur Ondonsa a été crédité de 30,70%. Mais il va se produire un événement très important dans la vie politique de la République gabonaise. C'est que dès l'annonce de ces résultats, il y a un coup d'État. L'armée prend le pouvoir, estimant que l'élection a été tronquée, que l'élection a été frauduleuse. Et il apparaissait que le vrai vainqueur de l'élection était le professeur Ondonsa, alors que le président Ali Bongo s'était fait proclamer vainqueur de l'élection. Mais quand on regarde du point de vue statistique, alors vous voyez celui qui est censé avoir perdu l'élection est crédité de 64,27% des suffrages. Et celui qui est censé avoir gagné est crédité de 30,77%. Donc, celui qui a perdu est crédité de plus du double du vainqueur réel. Parce que c'est là où on peut parler du vainqueur réel et du vainqueur apparent. Et le vainqueur apparent, c'est généralement celui qui tient les rênes du pouvoir et qui tient absolument à demeurer au pouvoir, qui n'accepte pas qu'il y ait le changement. C'est le système de qui perd gagne. Et ça fait apparaître que dans nos pays, que les élections sont organisées selon un principe simple. On n'organise pas les élections pour les perdre. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Et c'est ce principe qui apparaît. Et nous allons le voir dans les autres pays, au Cameroun, au Congo, etc. C'est ce principe qui fait qu'il y a des gens qui sont là, qui sont sûrs d'avoir mis en place un système à travers lequel ils seront toujours élus, à travers lequel ils pensent mettre des enfants ou les petits-fils pour les succéder. En fait, ça devient la transformation de la République en un royaume. Et il y a une minorité qui pense pouvoir avoir la même mise. Le cas du Gabon, et c'est pour ça que j'ai tenu à le prendre en exemple, c'est le cas frappant.
le professeur Ondo Osa, qui est censé avoir gagné, est crédité de 30,77%. Et le président Ali, qui a perdu, bien que président en exercice, est crédité de 64,27%. Comment voulez-vous qu'on ait confiance en ces commissions électorales qui se disent indépendantes alors qu'elles sont sous le joug et sous la maîtrise du pouvoir en place, qui ne veut pas quitter le pouvoir malgré les résultats catastrophiques et désastreux qu'ils affichent? Quant aux élections, il n'en est pas question. Sous une dictature, elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux, comme ceux du bloc de l'Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d'élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si des candidats de l'opposition ont eu le droit de se présenter et furent réellement élus, comme en Birmanie en 1990 et au Nigeria en 1993, les résultats furent simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l'intimidation, arrêtés ou même exécutés. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Beaucoup de gens souffrant actuellement d'une dictature brutale, ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes. Mais ils pensent que leur peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut être assez puissante pour renverser les dictateurs. Cette idée selon laquelle les opprimés sont incapables d'agir efficacement est parfois exacte pour une certaine période. Souvent les peuples opprimés manquent de volonté et sont temporairement incapables de lutter, car ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale et ne voient aucun moyen de s'en sortir. On comprend donc qu'ils placent leurs espoirs de libération en des entités tierces, en une force extérieure qui peut être l'opinion publique, les Nations Unies, un autre pays, ou encore des sanctions économiques et politiques internationales. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure peut être très mal placée. Le plus souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leurs propres intérêts économiques et politiques. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Mais enfin, nous allons continuer. Maintenant, après cela, nous allons essayer de nous pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a tenu l'élection samedi dernier, le 25 octobre. Les résultats provisoires sont déjà connus. Mais la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître un certain nombre de choses. Le président Alassane Ouattara s'est présenté pour un 4e mandat. Et les autres forces politiques, notamment les forces politiques du président Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam, mais se sont opposés à cette idée de 4e mandat, en estimant qu'il fallait respecter la Constitution. Et ils se sont battus pour dire non au 4e mandat. D'autant, si les souvenirs sont exacts, qu'en 2020, le président Alassane Ouattara avait lui-même déclaré librement qu'il ne briguerait plus un 3e mandat et qu'il mettrait tout pour faire la passation de service à une jeune nouvelle génération. Ce n'est plus le cas. Il a été candidat. Vous allez où? Monsieur, il est 16h, vous allez où? Hein? Il est 16h, vous allez où? Il est 16h, on n'a pas encore fini le scrutin, vous ramassez la feuille au parti, c'est quoi? Hein? Il est 16h, monsieur, vous allez où? On l'a dit de réfléchir là-bas. Mais pourquoi on n'a pas encore fini de voter au président pour attraper mon sac? Vous allez où? Il est 16h, vous sortez du village, c'est pour faire quoi? Montez. Il est 16h, vous commencez à ramasser, c'est pourquoi? Hein, monsieur? Montez. Il est 16h, vous allez où? Il est 16h, vous prenez les unes, ça peut aller où? Il n'est que 16h. Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est le braquage électoral qu'on fait comme ça? Non, ne touche pas. Il est 16h, seulement à 16h, vous fuyez pour partir. C'est quoi? C'est quelle élection vous organisez comme ça?
Il est 16h, vous fuyez. 9 millions d'Ivoiriens étaient attendus devant les urnes le samedi 25 octobre 2025 afin de choisir entre M. Alassane Dramane Ouattara, président sortant, président du RHDP, Mme Harriet Lagou, Mme Simone Eyive Gbagbo et M. Jean-Louis Billon, qui sera leur futur président. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante ivoirienne sont en train de placer M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de cette liste. Mais ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que depuis les campagnes et jusqu'à ce jour des élections présidentielles, il y a eu plusieurs irrégularités. Ce que les médias internationaux ne nous montrent pas et même ce que les médias nationaux de la Côte d'Ivoire ne vont pas nous montrer. Il y a eu aussi un faible taux de participation comme ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le témoignage de ces membres du bureau de vote. J'ai pu constater qu'à 17h, certains bureaux de vote étaient loin de faire le plein. Bon, nous attendions au moins 430, parce que c'est 430 personnes qui sont inscrites sur la liste. Normalement, c'est 430 votants s'ils venaient. Bon, jusqu'à présent, on n'a que 12 votants. Ouais. Nous attendions 424 et nous n'avons pas encore atteint 20 électeurs. Dans un bureau de vote où il y a 400 électeurs qui sont inscrits, de son ouverture jusqu'à 17h, il n'y a eu que 12 personnes qui ont fait le déplacement pour venir voter. On doit dire qu'il y a eu boycott total et que les Ivoiriens ont d'une part ou d'une autre écouté le Front commun qui les avait appelés de ne pas sortir pour aller voter, puisque ce qui est en train de se préparer ou bien ce qui s'est passé le samedi en Côte d'Ivoire n'est qu'une mascarade électorale ou bien le braquage du pouvoir par M. Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu faible taux de participation et c'est reconnu même par la radio-télévision française, notamment France 24, où dans ces reportages, ils sont en train de dire que... Dans le bureau de vote de l'école William Ponty, dans la commune de Yopougon, c'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi, l'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs de la société civile avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont dit que jusqu'ici, ils n'avaient pas relevé d'incidents, en revanche, à Yopougon, à part hormis quelques bureaux de vote qui ont effectivement ouvert en retard. En revanche, ce que nous, on a pu constater, eh bien, dans les bureaux de vote où nous étions, c'est que les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats eh bien, étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Mais il faut vous dire que ce qui a caractérisé l'élection en Côte d'Ivoire cette fois-ci, et ça tout le monde le déplore, mais c'est l'élimination de ce qu'on peut appeler les poids lourds de la vie politique ivoirienne, avec le fait que Laurent Gbagbo du PPACI et le Tidjane Thiam du PDCI ont été recalés par la Cour constitutionnelle. Et les gens y ont vu une main noire des autorités pour ne pas permettre à ces poids lourds d'être candidats. Et finalement, on a retenu, en dehors du président Alassane Ouattara, 4 autres candidats, mais qui ne faisaient véritablement pas le poids. Et les résultats ne surprennent pas. De sorte que le président Alassane Ouattara a été déclaré à travers les résultats provisoires élu avec 89,77%. On peut dire que les résultats étaient connus d'avance. Mais pourquoi éliminer les adversaires politiques? Il faut aller les affronter, et que ce soit le peuple qui choisisse. Nous sommes pétris d'admiration pour les militants
ivoiriens qui se sont levés, qui ont manifesté, qui ont subi une répression sauvage et qui ont clamé haut et fort non au 4e mandat. C'est vrai, l'élection a eu lieu. Mais lorsqu'on voit le taux de participation qui est de 50,1%, on constate qu'il y a eu un fort taux d'abstention. Ça veut dire qu'il y a un malaise qui subsiste dans le pays. Et je crois que l'élection devrait plutôt agir pour réconcilier et non pour diviser. Et je crois que c'est véritablement dommage ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est assez souvent le cas. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, nous allons venir à un autre cas qui pose véritablement problème. C'est le cas du Cameroun, où on avait le président Biya, âgé de 92 ans, qui briguait un 8e mandat, C'est-à-dire qu'il n'y a pas la limitation des mandats, il n'y a pas l'alternance démocratique, il y a le fait que le système est là. Il considère cette racine et il pense qu'il peut. Mais parmi les adversaires du président Biya, il y avait un de ses anciens ministres. Il est resté pratiquement 20 ans au gouvernement. Il a quitté le gouvernement en juin dernier pour aller se présenter comme candidat. Mais avant de nous appesantir sur le cas de Issa Chiroma Bakary, nous voulons rappeler qu'en 1992, le Cameroun a connu également des problèmes lors de l'élection où, semble-t-il, le leader charismatique du SDF, John Frundi, s'était déclaré, sinon autoproclamé victorieux de l'élection. Et vous savez ce qui s'est passé. En 2018, le professeur Kamto s'est autoproclamé vainqueur de l'élection. Vous savez ce qui s'est produit. Et dans le cas du professeur Kamto, il a été emprisonné. Beaucoup de ses collaborateurs ont été emprisonnés et certains demeurent jusqu'à présent. C'est pour ça que nous venons au cas très intéressant du candidat Issa Chiroma Bakary, qui, dès la publication des résultats des procès-verbaux, s'est autoproclamé président. Il a considéré que les tendances étaient claires et elles étaient fortes. Il avait largement devancé le président Paul Biya. Et il appelait la population à la protection de ces résultats. Mais c'est ce que la population a fait. C'est ce que la population a fait. Il y a eu les manifestations dans beaucoup de villes du Cameroun où les populations réclament des changements et où elles sont préoccupées par le fait qu'après tant d'années du pouvoir du président Biya, les conditions ne changent pas. Et les populations auraient souhaité un mot, c'est le changement. C'est pour ça qu'elles se sont mises debout pour soutenir Issa Chiroma Bakary. Et elles le soutiennent effectivement. Lundi a marqué la deuxième journée de violence dans la capitale économique du Cameroun, Douala, alors que le pays attendait avec impatience les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 octobre. L'annonce de la victoire de Paul Biya a déclenché une vague de colère parmi les habitants. Des groupes de jeunes ont érigé des barricades bloquant les principales artères de la ville. Des foyers de feu brûlent le long des routes, symbolisant la tension et la frustration qui règnent face à la proclamation du Conseil constitutionnel. J'en ai marre, je ne travaille même rien. Je ne peux même pas souvenir, même ces petits-fils que j'ai à la maison, je ne peux même pas envoyer à l'école. Hein? Parce que je ne peux même pas, donc je souffre tellement. Il faut que Paul Biya laisse. Non, la nouvelle m'a abattu. Donc vous m'en ça m'a abattu. J'ai failli casser mon téléviseur. Ça m'a abattu. Parce que je n'aime ce qu'ils ont fait, c'est l'hypocrisie. Ce qu'ils ont fait au cours social, c'est l'hypocrisie. Le gouvernement, si, pardon, elle dit pardon, pardon et pardon et pardon, qu'elle laisse. Quand ça te dépasse, tu laisses. Paul Biya a beaucoup fait pour nous. Il laisse. Il laisse. On lui respecte beaucoup. C'est notre papa, c'est notre grand-père. On l'accepte, on laisse. Il laisse un peu. La situation a rapidement pris une tournure préoccupante, forçant les autorités à déployer l'armée dans plusieurs quartiers. Douala est plongé dans le chaos, marqué par des pillages, des destructions et des tirs à balles réelles, paralysant la ville entière ce lundi.
Paul Biya a été déclaré vainqueur avec un score de 53%. Un résultat contesté par l'opposant Chiroma qui a une fois de plus appelé ce lundi à la mobilisation générale. Ils ont attendu. Mais le 26 octobre, le candidat Bakary Chiroma, qui se considère comme le président déjà élu, a lancé un appel à des manifestations dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes du Cameroun, en attendant la cérémonie de proclamation des résultats le 25. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu effectivement mobilisation dans toutes les villes. Et lui-même également, il est fortement protégé par la population d'abord. Ils ont attendu les résultats. Les résultats ont été donnés. Mais c'est lui, on a mis de l'huile et de l'essence au feu. Et ça s'est embrasé. Et le Cameroun connaît aujourd'hui des tensions qui font apparaître clairement, selon les déclarations de certains acteurs politiques, que les résultats donnés par le Conseil constitutionnel ne sont que les résultats d'une mascarade, que ça ne reflète en rien. Et ça pose le problème que nous venions de poser lorsque nous avons parlé des résultats de l'élection en 2023 au Gabon. Les résultats sortis des urnes. Est-ce que les résultats qui sortent des urnes dans nos pays reflètent réellement le choix des populations et des citoyens? La réponse est non. La réponse est non. Et aujourd'hui, le Cameroun est sous tension. Le Cameroun est sous tension. Le bilan est extrêmement lourd, tant en termes de victimes, tant en termes de dégâts matériels. Il y a même des immeubles qui sont incendiés. Ça ne va pas du tout. Et nous en sommes préoccupés pour plusieurs raisons. Le Cameroun est considéré comme le pays pilote au niveau de la CEMAC. Le Cameroun est un pays de la CEMAC. C'est un pays de la sous-région Afrique centrale. Et il ne faut pas que la situation qui perturbe le Cameroun touche également les autres pays voisins. Pour ça, il faut que les gouvernants soient interpellés. Il faut que les gouvernants soient interpellés. Parce que lorsqu'on parle de paix, il faut parler de la paix. C'est pour ça que nous nous sommes posé la question. Il faut parler de paix de façon franche. On ne peut pas aimer la paix et aller pour truquer les élections. On ne peut pas être pour la paix et ne pas mettre en place des conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. Ce n'est pas possible. Sinon, on croit jouer au jeu. On se croit au plus malin. Mais aujourd'hui, les populations sont davantage vigilantes et elles veillent. Et le candidat Issa Chiroma Bakary a déclaré que ce qui a été annoncé par le Conseil constitutionnel, c'est une mascarade et que ça ne reflète en rien les résultats sortis des urnes. Et il se vante d'avoir des procès-verbaux sortis des urnes. Et c'est pour ça que dans un pays comme le Congo, tout comme au Cameroun, mais on s'étonne toujours du décalage qu'il y a entre la tenue de l'élection et le jour de la proclamation des élections. Et le Congo, en la matière, est championne parce que les élections au Congo sont proclamées à 3h, 4h du matin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, avec ces problèmes de changement de constitution, avec ces problèmes d'organisation, de dysfonctionnement dans l'organisation des élections, avec ces préoccupations de fraude massive, de bourrage des urnes, etc. Voilà là où on en arrive, tout simplement, pour permettre à une minorité qui tient coûte que coûte à se maintenir au pouvoir et qui ne veut pas désarmer. C'est pour ça que nous avons tenu à accorder une attention particulière à cette situation, notamment à la situation du Cameroun que nous suivons de près. Maintenant, si nous venons au Congo, il est temps aussi que nous soyons clairs, parce qu'on aime parler de loi. On aime dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Qu'elle s'impose à tous et que personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, quand on parle du Congo, il faut le dire. Les analystes le disent, sans se tromper, que la seule élection libre, démocratique, crédible et apaisée qui a eu lieu au Congo,
C'est en 92, sous la transition du Premier ministre André Milongo, qui a vu l'élection du professeur Pascal Lissouba. Et je crois qu'il faut que nous retenons cela. Mais après, qu'est-ce que nous avons vécu? On a vécu la guerre du 5 juin. On a vécu l'adoption de l'acte fondamental. On a vécu l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992 qui était consensuelle. On a procédé à des nouvelles élections. Mais malheureusement, les nouvelles constitutions, que ce soit celle du 20 janvier 2002 ou celle du 25 octobre 2015, elles ne sont pas du tout respectées par les gouvernements. Et après, qu'est-ce qu'on a vécu? Changement de constitution. Je vous ai lu d'entrée de jeu l'explication, la révélation faite par le livre de Jean-Louis Debré, qui fait apparaître clairement qu'on a voulu divertir les Congolais. On les a manipulés, tout simplement parce qu'on voulait que le président Denis Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir. Et je suis convaincu que l'état d'esprit des gens n'a pas changé et qu'ils sont prêts à agir. Les Congolais ont d'ailleurs suivi cette déclaration d'indignité du PCT qui disait « Tant que nous n'aurons pas fini de développer le Congo, on ne quittera pas, on ne laissera pas. » Mais c'est dans le même état d'esprit. Après ça, au Congo, qu'est-ce qu'on a vécu? Changement de constitution que je viens de vous en parler. Beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts, surtout à Brazzaville et à Pointe. On arrive à l'élection de 2016. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie Michel Moukoko est arrêté. André Okombi Salissé est arrêté. Ils n'ont jamais daigné reconnaître les résultats de cette élection. C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un troisième mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors, avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître? Si le surnom d'empereur se veut élogieux, il sonne gênant tant il évoque tacitement les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Le Congo s'enfonce alors dans un cycle de violence. Amer, le vaincu entame sa traversée du désert. 5 ans d'exil à Paris, mais revient plus déterminé que jamais et préparé. Il reconquiert le pouvoir par les armes en 1997, après 5 mois de guerre civile, grâce au soutien décisif de l'armée angolaise. Garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En 2002, 2009 et 2016, des présidentielles sont organisées.
Les opposants font campagne sous la pression d'un pouvoir tout-puissant et beaucoup terminent en prison après le scrutin. Et c'est devenu problématique. Aujourd'hui, ils sont en train de purger leur 10e année en prison. Nous avons connu en 2021 la mort. Et en ce jour particulier, je tiens à avoir une pensée particulière pour Guy Prisca-Fepelila. Le jour même de l'élection, le 21 mars 2021. Et c'est véritablement déplorable. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a fait cet aperçu au Congo, il faut revenir à une analyse qu'on peut faire de façon rapide. La première analyse qu'on fait, je lis sur les réseaux que l'opération de révision des listes électorales est une réussite, c'est de la langue de bois, c'est la diversion. Et j'ai suivi le responsable d'un parti qui avait des représentants de ces opérations, qui a déclaré clairement qu'il n'y avait pas du tout d'engouement pour cette opération. Et il a révélé que ce qu'il aurait dû faire, c'est la biométrie pour permettre qu'on avance dans le cadre de la maîtrise du corps électoral et de l'élaboration des listes électorales. Maintenant, s'agissant de la révision des listes électorales, il faut rappeler ce qui a été arrêté, ce qui a été dit à Delizy en 2013. Pour ceux qui l'ont oublié, ou pour ceux qui n'ont plus souvenir, il a été dit ceci. La méthodologie proposée par l'administration publique, qui se base sur la révision des listes électorales pour essayer d'obtenir la maîtrise du corps électoral, ne permet pas la bonne tenue du fichier électoral. Et ce débat a eu lieu à Madingu en 2020, au cours de la concertation qui a eu lieu, et où il y a eu deux blocs. Un bloc qui ne soutenait pas l'idée de la révision des listes électorales et un qui soutenait plutôt la vision de la réalisation d'un recensement administratif spécial. Et puis l'autre qui soutenait évidemment la révision des listes. Ils se sont départagés, non pas parce que ceux qui voulaient du recensement administratif spécial avaient tort, mais parce que les gouvernants estimaient que si on choisissait de faire ça, le recensement nécessitait près de 10 mois pour sa réalisation et on ne respecterait pas les délais constitutionnels pour la tenue de l'élection. Mais c'est exactement la même situation aujourd'hui. Et les gouvernants qui n'ont pas voulu respecter une recommandation qui a été faite à Ivoire en 2011, selon laquelle il fallait l'inscription par le gouvernement dans un timing précis des opérations préélectorales et électorales de manière à éviter la précipitation. Ils n'ont pas voulu respecter ça. Est-ce par incompétence? Est-ce que par manque de volonté politique que l'on aille vers des élections libres, crédibles, démocratiques et apaisées? On n'en sait rien. Et ils nous disent que l'opération a été réalisée à 99%. Mais on va y revenir. Ceux qui ont réalisé cette opération, pour la plupart, ne sont pas en conformité avec la loi. Et cette opération, elle nous mène où? Elle a été décidée où? Alors que la Constitution du 25 octobre 2015 prévoit dans ses articles 227 et 228 un Conseil national du dialogue, organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur les grands politiques, les grands problèmes politiques d'intérêt national, la gouvernance électorale américaine. Pourquoi ces gouvernants évitent et ne veulent pas du tout tenir ce Conseil national de dialogue? Et ils prennent des décisions unilatérales pour essayer toujours d'obtenir un objectif, se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après avoir évoqué ça, nous tombons sur un autre aspect. Parce qu'il faut que nous soyons clairs. La reconnaissance des partis. Lorsque la loi 20-2017 du 12 mai 2017 a été prise, le ministère de l'Intérieur a commencé à sortir des listes en 2018, en 2020, 2020, je crois, soi-disant pour les partis, reconnaissant les partis. Mais ils ont été pris dans leur propre piège. Ils ont reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi, parmi lesquels le Parti congolais du travail. Et dans la situation du Parti congolais du travail, il est dit, conformément à l'article 26
de la loi sur les partis, que tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et l'article 31 de cette même loi dit ceci. En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend les partis concernés par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. L'état de droit est un concept qui s'est progressivement défini à travers l'histoire. Ses origines remontent à la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire la première grande charte des libertés. Celle-ci représente les premiers balbutiements du concept de l'état de droit, puisqu'elle instaure quelques principes limitant l'arbitraire du pouvoir royal. De plus, soulignons le rôle de la Révolution française dans l'émergence du concept de l'état de droit. Elle a permis de redéfinir les pouvoirs attribués à l'exécutif en établissant une distinction, c'est-à-dire une dissociation, entre le pouvoir lui-même et les individus exerçant ce pouvoir. L'état de droit peut se définir comme un système de normes juridiques constituant des remparts contre l'exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire d'éviter toute domination fondée uniquement sur la force. Cela suppose l'existence d'un droit connu afin de créer des lois précises, connues de tous et impersonnelles, auxquelles personne ne peut échapper, sans quoi une sanction sera appliquée. Autrement dit, l'état de droit prévoit que nul ne doit être au-dessus de la loi, y compris et surtout les individus qui travaillent au service de l'État. Il limite ainsi les pouvoirs de l'État face à la population afin de garantir la souveraineté du peuple et l'égalité entre les individus, et ce, peu importe leur statut ou fonction qu'ils occupent. À la lumière de cette définition, il est possible d'en dégager 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'état de droit suppose l'existence de normes juridiques hiérarchisées où chacune des normes se soumet aux normes supérieures qui la valident. De cette façon, il existe au sommet de la pyramide une loi suprême à laquelle chacune des normes inférieures s'y rattache, la Constitution du pays, par exemple la Constitution américaine ou encore la Constitution française. La hiérarchie des normes compte ensuite les engagements internationaux du pays, les lois, les règlements, puis les décisions administratives. Bien sûr, l'ensemble de ces normes doivent être effectives sur le territoire même de l'État. Par exemple, les lois promulguées et appliquées en Allemagne ne sont pas applicables en Espagne et vice-versa. Deuxièmement, tous sont égaux devant la loi. Cela signifie que chaque individu, tout comme le gouvernement et ses mandataires, sont soumis à la loi. Par exemple, le chef de l'État britannique est tout autant assujetti aux lois qu'une policière ou une enseignante. Ce principe inclut la possibilité pour tous de contester une norme juridique lorsque celle-ci n'est pas jugée conforme. Troisièmement, le droit est prévisible et connu de tous. Cela permet d'assurer la stabilité des normes applicables et d'assurer des droits et libertés fondamentales à tout un chacun. Ainsi, l'ensemble des normes juridiques doivent être claires et rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être accessibles à la population. Quatrièmement, l'état de droit exige l'indépendance judiciaire. Cela implique le droit d'accès à un système de justice indépendant et impartial, une représentation efficace et juste devant les tribunaux, mais aussi une application identique du droit pour tout administré. D'une part, cela exige une séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. D'autre part, cela signifie que toute transgression de la loi entraîne des sanctions égales pour tout individu. Par conséquent, cela suppose que tous sont traités selon les principes de l'égalité et d'égalité. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le comité ad hoc chargé du suivi ne savent pas que la plupart des partis ne sont pas conformes à la loi, que le Parti congolais du travail n'est pas conforme à la loi et qu'il devait être sanctionné. Lorsqu'on laisse le Parti congolais du travail faire ce qu'il fait et on va vers les églises pour dire qu'il faut complir pour la paix, on veut quoi exactement? Les gouverneurs actuels ont quel agenda caché? Il faut que ça soit dénoncé, il faut que ça soit dit. Il y a bien un agenda caché. Le ministre de l'Intérieur doit savoir que les Congolais savent aujourd'hui que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais ce n'est pas parce que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail que la loi ne doit pas s'appliquer. Au poste où il est, il a le devoir de neutralité. Et il doit appliquer la loi.
comme on a dit, la loi, c'est la loi. Elle est Dieu, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et pour compléter cet aspect de la reconnaissance des partis, le ministre de l'Intérieur et de l'administration de l'Intérieur plutôt prend l'arrêté numéro 1726 MID/CAB du 30 juin 2025, reconnaissant certains partis politiques. Mais ils croyaient que les Congolais étaient des aveugles, qu'ils ne voient rien, qu'ils se soumettent à tout. Comme leur principe d'action, c'est le chien aboie, la caravane passe. Mais ils n'ont pas pu endormir tout le monde. Et une enquête réalisée a permis de faire ressortir que la quasi-totalité de ces partis n'étaient pas en conformité avec la loi. Il y a des voix qui se sont élevées. Ça veut dire quoi? Le ministre de l'Intérieur est dans le faux et dans l'usage du faux. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est celui-là même qui est chargé de proclamer les résultats des élections au Congo. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en termes de proclamation, il ne proclamera jamais qu'un opposant est élu. Et nous le savons maintenant. Nous le savons maintenant. On dit l'opposition radicale. Mais si c'est ça la radicalité, si c'est ça être radical, alors moi je suis radical. Mais il faut respecter la loi. Et les gouvernants, notamment le gouvernement de Colonel Makosso, se caractérise par les violations permanentes, flagrantes et répétées des lois et règlements de la République et particulièrement la Constitution. Mais après, c'est le Premier ministre qui sort pour dire le président Denis Sassou Nguesso peut être candidat à l'élection présidentielle, qu'il est l'homme présidentiel, et le président de l'Assemblée peut sortir pour dire somme tout. Conserver le pouvoir. Mais pourquoi vous voulez le conserver? Mais pour continuer les vols, pour continuer les détournements, pour la corruption, pour continuer à vous enrichir, à construire vos immeubles jour et nuit, etc. Mais ça ne passera pas toujours. Maintenant, il faut que vous sachiez que les Congolais savent. Et lorsque le ministre de l'Intérieur prend cet arrêté, qu'il est mis à nu, mais il envoie son préfet directeur général de l'administration du territoire pour recevoir les partis soi-disant non reconnus, y compris les partis qui ont été créés avant, sinon pendant la conférence nationale, pour dire que vous n'êtes pas sanctionné, vous n'êtes ni averti, ni blâmé, ni suspendu, ni dissous. Vous pouvez faire, mais faites que vous soyez conforme à la loi. Oui, le message a été bien reçu. Mais on leur a retourné. Et c'est ça, l'un des débats au centre de l'élection de 2026. La conformité à la loi. Et on a retourné par le préfet directeur général de l'administration du territoire le message aux autorités congolaises pour leur dire le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Ils doivent tout faire pour être en conformité avec la loi. Et c'est là l'énigme que les Congolais doivent comprendre. Pourquoi? Mais parce que le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait en 2002. Il ne l'a pas fait en 2009. Il ne l'a pas fait en 2016. Il ne l'a pas fait en 2021. Mais il faut qu'on reprenne la Constitution. Et je l'ai là. Il suffit qu'on reprenne l'article 55 de la Constitution. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus indiquée, ainsi que les modalités de déclaration du patrimoine. Ça veut dire quoi en français facile? Le président Denis Sassou Nguesso aurait dû déclarer son patrimoine le 16 avril 2021 au moment où il prêtait serment et où il prenait ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, nous autres, nous attendons qu'il nous explique comment il va être conforme à la loi. Et qu'il nous explique comment, s'il n'est pas conforme à la loi, il peut être candidat à l'élection présidentielle. Et alors, pour qui on veut prendre les Congolais?
Et après, on ménage, non, on va arrêter Mirassa, on va faire ceci. Si c'est ça la radicalité, alors je suis radical. Si respecter les lois et règlements de la République, c'est être radical, alors Clément Mirassa est radical. Si chercher à ce que l'on poursuive les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, si c'est ça être radical, alors Clément Mirassa est radical. Si on doit dénoncer, si être radical, c'est dénoncer le ministre de l'Intérieur pour avoir signé un faux et avoir fait usage de faux en reconnaissant des partis qui ne sont pas conformes à la loi, alors Clément Mirassa est radical. Mais il ne faut pas qu'on croie que dans ce pays, on va tout se permettre. On vole, on ne fait rien. On viole la Constitution, on ne fait rien. Et on vient, on parle de la résilience, on fait de ceci. On détourne 6 millions, 6 milliards chaque année pour les bourses. Il n'y a rien qui se fait. 14 000 milliards, les gens sont dans la souffrance. Il n'y a rien qui se fait. Enfin, on va continuer. Mais les voleurs, les détourneurs sont connus. Ils sont même au sein du gouvernement. Alors, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Et on va à l'élection. Leur organisation, c'est essayer de tout faire pour protéger ce monde. Protéger ce monde pour qu'il continue. Non, il faut que ça s'arrête bien. Et cette fois-ci, en ce qui me concerne, sur l'aspect de la conformité à la loi, les membres du PCT, les gouvernants peuvent être sûrs que nous allons suivre ce problème. Et il faut que le président mette tout en œuvre, que le PCT mette tout. Le PCT, ce n'est même pas un problème, il devrait être suspendu. Mais il faut que le président mette tout en œuvre pour qu'il se conforme à la loi. Parce que si on parle en termes de gouvernance électorale, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on voit la situation telle qu'elle se présente, alors ils ont dû se dire, les Congolais ne lisent pas la Constitution, ils ne font pas. Mais cette fois-ci, nous avons fait attention. Cette fois-ci, nous avons fait attention. Et je rappelle pour les gouvernants congolais, pour ceux du PCT, je leur rappelle le contenu de l'article 50. L'article 50 dit ceci. Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Alors vous vous rendez compte dans quelle situation on se retrouve dans le pays? Les gens ont voulu changer la Constitution. On a enregistré des morts pour ce problème, sous prétexte de faire évoluer les institutions, alors que c'était pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et une fois que cette Constitution est changée, ils ne la respectent pas, ils ne font que la violer. Et ils sortent pour dire, non, non, vous avez violé la Constitution, il faut. Et je rappelle notamment pour l'article 55, que lorsqu'on prend la loi d'application qui a été prise, je crois, en 2019 sur cet aspect, mais l'article 12 de cette loi prévoit des sanctions. Ça veut dire que depuis 2002, les institutions n'ont pas été capables d'appliquer les dispositions de la loi. Parce que s'il y a les sanctions devaient s'appliquer, y compris au président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait le constat de ce que nos institutions sont faibles. Et elles ont choisi de se soumettre au pouvoir exécutif. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Donc voilà, après avoir fait ce tour d'horizon, nous avons voulu insister. Mais en ce qui concerne le Congo, nous appelons l'attention du ministre de l'Intérieur. C'est bien de compter sur la force publique. Mais l'article 205 est clair. La force publique, elle est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Nul ne doit se servir de cette chose. Elle sert l'intérêt général et non pas l'intérêt personnel des partis. C'est pour ça qu'il faut poser. Donc, pour venir à la conclusion, chers téléspectateurs, nous sommes préoccupés par ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe à Madagascar. Mais au moins, nous avons pris conscience d'une chose. Les peuples africains veulent du changement. Les peuples africains veulent qu'on aille à une autre gouvernance que celle que nous avons connue.
Mais est-ce qu'il est normal que dans un pays comme le Congo, 65 ans après l'indépendance, qu'on n'ait pas l'eau, qu'on n'ait pas le courant, un pays qui soit disant dégagé des excédents budgétaires qui s'élevaient à 14 000 milliards et pour lesquels il n'y a plus aucune information. Il faut que les populations en tirent les conséquences. Et il faut que les populations prennent conscience de ce que rien ne leur sera donné sur un plateau d'argent. Il faut que les populations suivent et se lèvent pour défendre leurs intérêts. Les manifestations ne sont pas prévues. Les réunions ne sont pas interdites. Nous avons le droit de nous réunir. Nous avons le droit de manifester. Et je fais un clin d'œil à ceux qui sont comme moi des retraités. J'ai cru lire dans un passage que nous sommes le 27 000. Mais demandons qu'on fasse une assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, demandons ce que nous devons faire. Si les gouvernants ont besoin des propositions, mais nous leur ferons des propositions. Parmi les propositions que nous leur ferons, il y a déjà la réduction du train de vie de l'État. Mais nous souhaitons qu'à partir du 1er janvier 2026, que les retraités touchent leur pension à la valeur du point d'indice 300 et que le reste se négocie. Et que l'on continue. Et que cette pension soit payée de façon concomitante avec les salaires chaque mois. Chaque mois. J'ai vu passer à l'occasion de l'inauguration du CEG de la Liberté. J'ai vu passer un devis de près de 253 millions pour des manifestations de festivités, etc. Tout ça. Mais le Congo a l'argent. Mais si le Congo a l'argent, pourquoi s'est-on choisi de faire souffrir les Congolais? Maintenant, le deuxième point que j'apporte. Et il faut que ça soit clair pour les Congolais. On s'est rendu compte aujourd'hui que les changements, les modifications des constitutions, des instruments juridiques tendant à porter atteinte à l'alternance démocratique. Mais c'est véritablement des facteurs d'instabilité, des facteurs de déstabilisation, des facteurs qui portent atteinte à la paix. Et il faut que nous choisissions l'option vraiment d'aller à une constitution où il y aura le respect de la limitation des mandats à 2 et que cet aspect soit véritablement déroulé. Mais regardez, quand vous prenez les présidents des pays de l'Afrique centrale, la plupart d'entre eux sont arrivés au pouvoir quand Jimmy Carter était au pouvoir. Mais comptez le nombre de présidents qui sont passés aux États-Unis pendant qu'eux, ils sont toujours au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le troisième aspect qui apparaît, mais c'est qu'aujourd'hui, les populations n'auront plus confiance dans les structures chargées d'organiser les élections. Je vous ai pris le cas du Gabon. Après le coup d'État, il est ressorti que c'est le professeur Ondo Ossa qui avait gagné les élections. Mais d'après cette structure qui a organisé les élections au Gabon, le professeur Ondo Ossa n'était crédité que de 30,77%. Et le président Ali, qui était censé avoir perdu l'élection, était crédité de 74,27%. Un écart de plus de 34%. Est-ce que c'est normal? Et on reste là. Le peuple nous aime, on fait ceci, etc. Alors que le peuple veut du changement. Mais eux, ils ont mis des mécanismes. Donc, ce qu'on nous raconte avec la Commission nationale électorale, d'abord au Congo, on triche parce qu'elle n'est pas indépendante, on dit qu'elle est indépendante. Mais ensuite, on constate que dans beaucoup de cas, les résultats qui sont donnés ne sont pas des résultats sortis des urnes. Et dans le cas du Congo, mais la plupart de ces élections ne sont pas, sont hors la loi. Et j'attire l'attention des organisateurs de l'élection de 2026 parce que la Cour constitutionnelle n'est pas en conformité avec la loi. Parce que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est pas en conformité avec la loi. Et il y a un article qui dit que le président de la République doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Donc, on fera des déclarations pour vous dire que ces institutions fonctionnent bien, mais vous découvrez que c'est un système qui est mis en place dans le simple dessein de faire souffrir les Congolais et de les plonger dans la misère et dans la souffrance. Maintenant, en ce qui concerne le Congo, il faut le dire franchement, le Congo a deux problèmes s'agissant de cette élection. Il y a les problèmes de la gouvernance, tels que suivis par le ministre de l'Intérieur, où il ressort clairement qu'il y a de l'incompétence. Et il ne travaille que dans un seul but, conserver le pouvoir et faire souffrir les Congolais. Mais il faut que ça s'arrête.
Il faut que ça s'arrête. Alors, quand vous avez un comité ad hoc qui est chargé de suivre les recommandations émises depuis 2011 à EVO, depuis 2011, il y a 14 ans, celle de CBT, il y a 10 ans, est-ce que c'est normal? Oui, ils sont incompétents. Oui, ils manquent de volonté de travailler. Oui, ils veulent bloquer le système. Dans tout ça, ils n'avancent pas. Alors, quand je pense à ces deux recommandations relatives à la prise d'un texte fixant le plafonnement des dépenses des campagnes électorales, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le texte n'est toujours pas sorti. Soyons sérieux. Maintenant, l'autre problème auquel que nous tenons à cœur, c'est la conformité à la loi. Et nous disons à haute et intelligible voix, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Ce parti doit être sanctionné en appliquant des lois que le Parti congolais du travail, le Parlement, qui est largement dominé par le Parti congolais du travail, a adopté. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et pendant longtemps, ils ont sorti une batterie pour instrumentaliser les gens, pour dire c'est le président Denis Sassou Nguesso, c'est leur candidat. Mais le président Sassou Nguesso sait qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Comment il fait? Et qu'il se rende conforme à la loi. Et nous demandons au ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de l'Intérieur, devant garantir la neutralité de l'administration, mais de reconnaître que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. C'est une évidence, ce n'est pas une question de langue de bois, c'est une question de droit. Et les éléments, ils sont plausibles, ils sont là. Alors, quand on voit ce qui se passe au Cameroun, où finalement, les populations disent que les résultats publiés ne sont pas les résultats sortis des urnes, que ce qui a été fait par le Conseil constitutionnel, c'est une mascarade, et que les vrais résultats donnent, après l'exploitation des procès-verbaux, donnent Issa Chiroma Bakari comme élu. Et ça doit faire attirer l'attention de tous les ministres qui, généralement, de l'intérieur, de la communication, qui viennent, qui menacent, qui disent un certain nombre de choses. Maintenant, on sait que les gouvernants de nos pays sont dans le vol, sont dans la corruption, sont dans le pillage des ressources, sont dans la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Ils sont dans le maintien coûte que coûte au pouvoir. Alors, on avance comment? C'est pour ça que je dis et que je m'adresse au gouvernement congolais. Quand on voit ce qui se passe au Cameroun présentement, on se dit, si on aime son pays, on ne devrait pas accepter cela. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'un pays tout entier devrait être plongé dans cette situation. Il faut avoir l'amour du pays. Il faut aimer la paix. Il faut aimer le prochain. Mais ça veut dire qu'il faut aimer également la bonne gouvernance. Il ne faut pas chercher à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ce n'est pas un royaume, le Congo. Ce n'est pas un royaume, c'est une république. Et je crois, chers téléspectateurs, qu'en ce jour de solennité, j'ai tenu malgré tout à ce que vous réfléchissiez, que vous méditez sur cette situation. Et je crois que les Congolais doivent réfléchir assez profondément. Je crois que les Congolais qui sont, soi-disant, la Commission nationale électorale indépendante, encore que je crois savoir, je ne pense pas me tromper en disant qu'en tant que premier président de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, plutôt de la Commission nationale électorale indépendante, n'est pas en conformité avec la loi, toujours par rapport à cet article relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine. Donc, chers téléspectateurs, nous avons voulu vous faire part de nos préoccupations. Nous souhaitons que nous méditons. Nous souhaitons que, et les gouvernants et les acteurs politiques, nous agissons, non pas dans l'intérêt égoïste, personnel et particulier, mais dans l'intérêt général du pays. Et l'intérêt général du pays commande. On organise des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes, dénuées de toute arrière-pensée, de tricherie, de fraude, de falsification, des procès-verbaux. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous suivons avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'attention ce qui se passe au Cameroun. Et nous avons pris conscience de ce que
Les peuples veulent véritablement du changement. Mais c'est à nous, les gouvernants, c'est à nous les acteurs politiques, d'œuvrer pour que nous y arrivions. Et je crois que chacun de nous devrait apporter sa contribution. C'est sur ce que je termine cette émission, en vous remerciant pour votre aimable attention et en vous donnant rendez-vous pour le samedi 8 novembre, mais en vous rappelant que le samedi 15 novembre à 15h, Clément Mierassa animera une émission en webinaire et nous souhaitons une grande participation. Le lien vous sera communiqué en temps opportun et j'espère que vous serez nombreux pour suivre ce webinaire. Merci et à bientôt.